Comment va se dérouler du coup l'après-midi? On va échanger pendant 2 heures. Donc, je vais rapidement introduire le PAT et quelques chiffres clés, notamment les derniers chiffres clés issus de l'outil Ma Cantine. Et ensuite, on va avoir trois interventions. Donc, Mathieu Tripot, qui est du bureau Déclic, qui est un bureau spécialisé en marché public, qui va faire une rapide introduction sur la réglementation et ensuite voilà, dérouler un fil théorique autour de l'introduction davantage de durabilité dans une politique d'achat et pas que voilà, dans son marché avec son prestataire. Voilà, donc il aura une 45 de minutes. Et puis ensuite, on mettra en avant deux retours d'expérience. Donc d'abord, une commune qui n'est pas dans les Bouches-du-Rhône, mais qui est dans les Alpes-Maritimes, donc Saint-Vallier de Thiers avec Constance Rivier, et puis un retour d'expérience de la commune de Miramas, Jacqueline Téréné, voilà, qui prendront la parole tour à tour pour expliquer tout leur cheminement au niveau de leur commune, voilà, et comment elles ont réussi à aller vers de nouvelles ambitions avec notamment un marché avec une relation partenariale avec un prestataire. Voilà. Juste très rapidement, je rappelle qu'il y a des ressources à votre disposition dans le cadre du réseau Nos Cantines Durables, avec notamment un guide des fournisseurs. Donc, on est au cœur du sujet pour faire bien son sourcing. On l'a actualisé avec Lison, donc voilà, il est disponible en ligne. Vous rappelez qu'il y a un accompagnement individuel via l'appel à projet Nos Cantines Durables où on peut vous mettre à disposition des jours de bureaux d'études spécialisés sur divers sujets. Ça peut être sur le sujet d'un nouveau marché de prestations, marché de denrées, sur la sortie du plastique, sur le gaspillage alimentaire. C'est un appel à projet qui est agile, voilà, c'est assez facile de candidater, donc n'hésitez pas à regarder ça. Voilà, donc le programme de l'accompagnement collectif, il y a d'autres webinaires qui sont prévus, notamment sur des questions de nutrition, des formations cuisine. Voilà, je vous invite à jeter un coup d'œil au programme pour le reste de l'année. Et vous rappeler qu'on a toujours la possibilité de vous envoyer gratuitement des livrets pédagogiques, tout un monde derrière son assiette. Donc, c'est des petits livrets pédagogiques autour de la diète méditerranéenne. Voilà, disons, le montre ici. On peut vous envoyer des cartons de 300 livrets en commune. N'hésitez pas à le feuilleter en version numérique pour regarder à quoi ça ressemble et on peut vous l'envoyer. Voilà. Pour les communes de la métropole, c'est par appariteur, donc ça va se livrer super facilement dans les mairies. Puis pour les communes du Pays d'Arles, on s'arrange lors de nos passages dans les différentes mairies. Voilà. Voilà. Rapidement, par rapport, donc le PAT à l'échelle des Bouches-du-Rhône, donc, puisque c'est un PAT coporté par la métropole Aix-Marseille et le PETR du Pays d'Arles. Donc la restauration collective, ça représente 31 millions de repas par an, mais en incluant le collège, lycée et donc les élémentaires. Donc c'est 60 millions estimés d'euros d'achat alimentaire par an, donc c'est quand même un levier important, même si on le remet en comparant par rapport au volume totaux notamment de légumes produits dans les Bouches-du-Rhône. On estime que 100% des fruits et légumes consommés en restauration scolaire, ça représente seulement 1,4% des volumes produits. Donc ça remet un peu en perspective. Sur la question des communes en gestion directe, en gestion concédée, pardon, la moitié des communes sont en gestion directe et la moitié sont en gestion concédée. Donc c'est pour ça, voilà, on s'adresse aux deux situations. Mais néanmoins, en termes de nombre de repas, la gestion concédée est plus importante, mais c'est notamment dû à la ville de Marseille avec ses 56 000 repas jour qui est en gestion concédée. Voilà, mais voilà. Et Euh, j'ajoute, pardon, juste une ouais, je petite t'en prie. remarque. La semaine dernière, on avait l'équivalent de cette formation, mais pour les communes en gestion directe. Et il y avait beaucoup plus de communes participantes. Donc, on vous félicite d'être présent en tant que commune en gestion concédée. Et vous avez malgré tout la volonté et bien compris le fait que c'est pas parce qu'on est en gestion concédée qu'on ne peut pas agir sur la qualité des repas. Donc, merci d'être présent et présente. Voilà. Exactement. C'est tout le sujet, notamment après des retours d'expérience qui sont super inspirants. Rapidement, j'ai fait une extraction des chiffres Egalim via ma cantine, donc les télédéclarations 2024 sur les achats 2023. J'ai regardé pour les écoles primaires, donc c'est maternelle et élémentaire.
Voilà, on en est à 31% des écoles. Bon, il y a 48 cantines qui ont télédéclaré. Les chiffres que vous voyez en orange, c'est les chiffres au niveau de la France. Donc, c'est 31% qui déclarent avoir réussi l'objectif d'approvisionnement Egalim. En moyenne, il y a 25% de bio dans la part des achats. Et par contre, il y a 10% de produits Egalim, donc sous SICO, etc. Donc c'est à peu près similaire au niveau de la France, au niveau national. Donc 30% qui ont réussi l'objectif Egalim, 25, 23, on va dire, qui ont réussi, qui ont de pourcentage de bio. Et par contre, au niveau national, il y a un peu plus pour la part des achats durables et de qualité, c'est à 18%. Voilà. Et ce que nous avait dit la DRAF, c'est qu'il y avait un taux de télédéclaration qui était très important dans les Bouches-du-Rhône. Donc, on s'en félicite. En parlant de ça, donc la DRAF n'a pas pu intervenir cette fois-ci. Elle est intervenue au webinaire il y a 2 semaines, juste pour vous dire du coup qu'il y a une nouvelle campagne de télédéclaration 2025. Le calendrier, donc ça démarre là début janvier jusqu'à fin mars. Et donc, pour vous rappeler aussi que si vous travaillez du coup avec des prestataires, eux, ils vont pas automatiquement télédéclarer via ma cantine. Et donc, en fait, si vous voulez que ça soit eux qui le fassent, il faut que ça soit écrit quelque part ou dans le marché ou voilà, dans le suivi. Mais en tout cas, il faut pas partir du principe que eux-mêmes vont le faire si jamais c'est pas demandé, quoi. Et après, c'est à vous de choisir, est-ce que vous préférez le faire vous, d'aller télédéclarer sur l'outil Ma Cantine, ou est-ce que vous préférez que ce soit votre prestataire qui le fasse. En tout cas, il vaut mieux que ça soit écrit quelque part. Et puis très rapidement, pour finir, avec Lison, on essaie de promouvoir le programme Lait et fruits à l'école, qui est un programme européen qui vous permet une aide financière pour de l'achat de fruits, légumes et produits laitiers aux élèves. Et donc, c'est un outil voilà, qui permet quand même de faire de sacrées économies, on va dire. Donc, on essaie de le mettre en avant. C'est une petite démarche quand même pour pouvoir avoir l'agrément en fait de ce programme-là. Mais nous, on est en capacité de pouvoir vous aider voilà, à vous inscrire pour ce programme. Et donc, notamment pour arriver à vos objectifs Egalim, en termes financiers, ça peut être un coup de pouce super intéressant. Voilà. Donc ça, c'était pour ma petite introduction. Et maintenant, je vais directement laisser la parole à Mathieu, qui va donc nous parler des achats durables en gestion concédée. Très bien. Merci Lisa pour cette introduction. Je vais repartager mon écran. L'idée à travers ce temps de partage, ce temps de présentation, en tout cas pour ma part, c'est déjà refaire un point sur la réglementation. Qu'est-ce que ça signifie les achats durables? Qu'est-ce que l'on y met derrière? On parlait de la loi Egalim aussi. Quelles sont les obligations en matière d'achat donc à intégrer dans les marchés au regard de la loi Egalim, avant d'aller aborder plutôt une partie assez théorique, mais de se pencher plus précisément sur le marché et au niveau de la commande publique, quels sont les leviers qui sont disponibles pour pouvoir intégrer ces produits durables et de qualité dans les marchés publics. Ce qui fera écho, je pense, aux deux retours d'expérience qui seront juste après moi et qui seront beaucoup plus concrets et opérationnels. Pour commencer, quand on parle d'achat durable, d'achat responsable, c'est un schéma que vous avez peut-être déjà rencontré, mais c'est la prise en compte des aspects sociaux, économiques et environnementaux de l'achat. C'est bien la prise en compte de ces trois aspects qui doit permettre de considérer l'achat comme étant un achat responsable et un achat ou un achat durable. On a souvent tendance à se concentrer sur l'environnement et d'ailleurs, la loi climat et résilience oblige au plus tard en août 2026 d'intégrer un critère lié à la performance environnementale dans 100% des marchés. Donc finalement, quel que soit l'acheteur et quel que soit le sujet, on devra intégrer un de ces sujets-là. Donc on a plutôt tendance à se concentrer sur cet aspect environnemental. Néanmoins, c'est bien la prise en compte de ces trois éléments, social, économique et environnemental, qui doit permettre de considérer que l'on est face à un achat responsable, face à un achat durable. Donc on peut tout à fait s'intéresser
à ces sujets environnementaux, mais pas que. On peut aussi aller adresser des aspects sociaux, voire économiques sur les territoires, notamment en parlant de juste rémunération, de rémunération équitable des producteurs et du tissu économique local. Donc ça, c'est pour bien reposer le cadre. Donc on va vraiment parler de ces trois aspects-là. Ça, c'est la dimension achat responsable. Si on se concentre spécifiquement sur l'achat durable pour la restauration collective, j'ai remis ici un schéma. Alors, il date d'avant le Covid, mais ce qui est intéressant, ce sont plutôt les ordres de grandeur. Dans le coût total d'un repas, c'est pour un quart des denrées alimentaires, dire quasiment pour la moitié la partie ressources humaines qui sont nécessaires à la fabrication, mais aussi à la distribution du repas. Et puis, le quart restant est divisé, on va dire à parts égales, mais presque pour plutôt garder des ordres de grandeur, entre l'amortissement des machines, des équipements de restauration et l'utilisation, le fonctionnement, donc l'utilisation de l'énergie, l'utilisation des produits d'entretien nécessaires au fonctionnement de la cuisine, qu'elle soit centrale, qu'elle soit satellite, peu importe. C'est important d'avoir ça en tête dans la mesure où on considère que si on est en gestion directe, finalement la part qui est concernée par l'achat, la part qui est concernée par le marché public, c'est uniquement les 25% liés aux denrées alimentaires. Si je suis en gestion concédée, ça signifie que je vais aller acheter un peu plus que uniquement les denrées alimentaires qui vont composer le repas. Et là, il y a plusieurs formes de gestion concédée qui existent. On peut avoir finalement l'achat de repas qui sont directement préparés. Donc là, on va acheter à la fois de la denrée, à la fois de l'amortissement du fonctionnement de la cuisine centrale qui a préparé, à la fois une partie des ressources humaines qui ont préparer le repas. Je pourrais aussi, moi, en tant que commune ou en tant que collectivité, eh bien, participer sur cette dimension ressources humaines avec des ressources en propre. Parfois, j'achète uniquement la partie ressources humaines et denrées alimentaires, mais la partie amortissement et fonctionnement est supportée par la cuisine centrale puisque c'est une prestation qui est réalisée dans les locaux. Donc finalement, on a plusieurs aspects qui doivent être pris en compte et c'est important de se souvenir que dans la facturation, derrière le coût que l'on paye, en général pour la gestion concédée, c'est un prix au repas, et bien derrière ce prix au repas, l'ensemble des facteurs de coût sont ceux-ci. Donc si on se concentre en matière d'achat durable sur la partie denrées alimentaires, il faut garder en tête qu'en moyenne, ça représente 25% du coût réel du repas, qui peut être différent du coût qui est ensuite facturé finalement aux convives, et donc une partie est supportée directement par la collectivité. Ceci étant, si on refait le point sur les évolutions réglementaires, notamment les différentes évolutions de la loi Egalim, alors dans ce paquet loi Egalim, on a trois grandes thématiques. La première, c'est sur la question du menu végétarien, avec une première phase qui a été l'expérimentation d'un menu végétarien par semaine, qui est devenu finalement, là encore, avec la loi climat et résilience, une obligation d'avoir toutes les semaines un menu végétarien, et qui a transformé une deuxième expérimentation d'avoir, si on est en mode self et si on a plusieurs choix possibles, eh bien, d'avoir un menu végétarien non plus par semaine, mais par jour, donc d'expérimenter cela. On retrouve également la question, Elisa en a parlé en introduction, de sortir du plastique avec une interdiction progressive d'abord de tous les d'eau, couverts, plateaux repas en plastique, puis voilà, progressivement depuis le début de cette année, tout ce qui est contenant alimentaire de cuisson, de réchauffe et de services en plastique. Donc, avec une mise en œuvre progressive, notamment en fonction de la taille des collectivités, de la taille des cuisines. Et puis, on a également le troisième aspect qui est sur la question de l'intégration de produits durables et de qualité dans la restauration collective, avec aussi une obligation d'informer. C'est pour ça qu'il est important d'avoir les chiffres et les données pour pouvoir informer sur la part de produits de qualité et durables qui entrent dans la composition des repas. Donc avec au moins 20% de produits biologiques et au total 50% de produits durables et de qualité, voire 60% pour les viandes et les poissons. Donc derrière les produits durables et de qualité, c'est ce que l'on retrouve notamment sur macantine.fr, on a dans cette application, dans cette appellation, deux grandes catégories. On va avoir les produits durables et de qualité parce qu'ils sont porteurs d'un label. On va retrouver le label rouge, l'AOC, l'AOP, la pêche durable par exemple, HVE, mention produit ferme. J'en oublie, mais toute la liste de ces labels et de ces mentions-là
est disponible, notamment sur ma cantine, mais sur d'autres sites. Ces labels ou des équivalents. On voit notamment plusieurs cantines, plusieurs collectivités qui vont considérer que sur le poisson, par exemple, le label pêche durable, aujourd'hui, il y a très peu d'offres, en tout cas pour la restauration collective, très peu d'offres en pêche durable. Et il y en a plus sur le label MSC. Et donc, est-ce qu'on considère que le label MSC est équivalent au label pêche durable? C'est aussi là une interprétation qui est tout à fait possible et qui est laissée à la liberté des collectivités. Donc là, il suffit de regarder, c'est porteur du label ou ce n'est pas porteur du label. C'est relativement simple. On a une autre partie de ces produits durables et de qualité qui vont concerner les produits non pas en fonction du label qui sont porteurs, mais selon la manière dont ils ont été achetés. C'est-à-dire dans la procédure qui est mise en œuvre, dans la procédure d'achat, est-ce que l'on intègre, et là il y a deux possibilités. Première possibilité, un critère lié à la prise en compte des coûts liés aux externalités environnementales tout au long du cycle de vie du produit. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il ne faut plus raisonner simplement en coût d'achat de la prestation, que ce soit du repas ou que ce soit de la prestation, du repas qui est déjà préparé ou de la prestation qui est la préparation du repas sur place, mais prendre en compte aussi les externalités environnementales. Et donc, il faut raisonner en coût global et en coût du cycle de vie. Ce qui, pour la catégorie, en tout cas des denrées alimentaires et de la restauration collective, est assez complexe puisque le nombre de paramètres qui doivent être intégrés sont conséquents et sont importants. Aujourd'hui, l'ADEME n'a pas, par exemple, sorti de méthodologie pour savoir comment je considère que j'ai bien mis en place le coût du cycle de vie, prenant en compte les externalités environnementales. La deuxième possibilité, qui est liée plutôt à la manière de passer le marché, et donc la manière dont la construction du marché et la construction de la procédure est réalisée, c'est d'intégrer des critères, donc ce sont les produits qui sont acquis principalement sur la base de leur performance en matière environnementale et d'approvisionnement direct. Ça signifie quoi si je le traduis? Ça signifie tout simplement que dans ma procédure, si je mets en place un critère de jugement des offres lié à la performance environnementale, un critère de jugement des offres lié à la performance en matière d'approvisionnement direct, et que le poids de ces deux critères est majoritaire, donc on va dépasser les 50%, eh bien je rentre dans cette définition-là, sachant que ni le code de la commande publique ni la loi Egalim ne viennent préciser les modalités de mise en œuvre. Donc c'est à moi, en tant que collectivité, en tant qu'acheteur, d'apprécier ces éléments-là. Donc c'est important de l'avoir en tête, notamment sur la question de la performance en matière d'approvisionnement direct de produits de l'agriculture. J'y reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai des leviers qui peuvent être mis en œuvre, mais notamment au niveau des critères de jugement, ce sont des leviers que l'on peut utiliser. Voilà pour la loi Egalim et qui a été complétée et renforcée notamment par la loi Climat et Résilience. Avant de rentrer, je vais continuer le point sur ce panorama réglementaire. On parle souvent dans les marchés de restauration collective de circuit court. Pour rappel, la définition officielle du circuit court, c'est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Donc, légalement, je considère un circuit court uniquement si, en tant que consommateur final, j'achète directement auprès de mon producteur ou si, entre moi, consommateur final, et mon producteur, il n'y a qu'un seul intermédiaire. Donc, la notion de circuit court, on n'a absolument pas une dimension de proximité, de localisme. On est sur finalement un mode de commercialisation. Et si je tire le fil, si mon produit, prenons une tomate, vient de l'autre bout de la France, mais qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, ou si je me déplace jusqu'à l'autre bout de la France pour aller l'acheter, finalement, je rentre dans cette définition du circuit court. Donc, on est bien sur la question des intermédiaires. Et si je pousse encore plus loin la réflexion, si je me positionne dans le cadre de la restauration collective, finalement, le consommateur, c'est pas tant le restaurant, c'est le convive du restaurant. Et donc, si je mets le convive, le restaurant qui produit, potentiellement ma société de restauration collective, qui va être mon fournisseur, le fournisseur du fournisseur, là, on voit bien que la notion de circuit court, en tout cas sur le plan juridique, ne s'applique pas. Néanmoins, rien n'empêche dans la pratique de quand même faire appel à cette notion qui est relativement bien comprise et bien intégrée.
sous réserve que l'on parle bien de la notion d'intermédiaire. On le retrouve notamment dans le Code de la commande publique avec ce fameux critère visant à favoriser le développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture. Donc on est vraiment dans cette logique-là de réduction du nombre d'intermédiaires quand on parle de circuit court. On n'est pas dans la logique du localisme, pas de préférence géographique de la part de mes fournisseurs. Donc c'est important de l'avoir en tête. On peut quand même utiliser cette notion de circuit court avec cette logique de réduction du nombre d'intermédiaires, mais pas de circuit court vraiment dans une logique de local, de proximité. Ce qui va être difficile, puisque lorsque l'on parle de local, potentiellement, on a autant de définitions de local que l'on a d'acheteurs. Bon, en général, on peut retenir la région et département limitrophe de la région, donc PACA et département limitrophe, c'est la notion de local, en tout cas, qui est retenue à votre échelle. Mais on n'a pas de définition juridique de ça. Avant de rentrer dans le détail, dernier élément à avoir en tête quand on parle de la commande publique, on a 3 grands principes fondamentaux qui vont finalement guider toutes les réflexions et tous les échanges. La liberté d'accès, donc le fait de ne pas restreindre de manière trop volontaire le champ des spécifications techniques, dont l'expression de vos besoins, le fait de pouvoir permettre une publicité suffisante pour que n'importe quel fournisseur potentiel, n'importe quel opérateur économique puisse se positionner. L'égalité de traitement des candidats, c'est-à-dire que vous mettez en place des critères de jugement des offres, tout le monde est jugé sur le même pied d'égalité, mais aussi, et ça c'est important de l'avoir en tête, c'est vous, en tant qu'acheteur, qui définissez les conditions générales d'exécution du marché, notamment à travers votre CCAP, pour garantir l'égalité de traitement. Sinon, si vous avez face à vous 5 fournisseurs potentiels, que chacun de ces fournisseurs a des conditions générales de vente qui sont différentes, vous pourriez avoir dans l'exécution une rupture de l'égalité de traitement. Et ça, c'est extrêmement important. Et Lisa l'a dit en introduction, notamment sur le fait de la télédéclaration. Il faut partir du principe que si ce n'est pas inscrit dans votre marché, potentiellement, ça n'engage aucun des candidats. Et le troisième principe fondamental, c'est la transparence des procédures, donc le fait de pouvoir justifier à n'importe quel moment pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer cette procédure plutôt que celle-ci, pourquoi j'ai décidé de retenir ce candidat plutôt que celui-ci. Ça, vraiment aussi à avoir en tête, puisqu'on doit pouvoir justifier de votre choix. Les principes étant posés, quels sont les leviers que l'on peut activer, que l'on peut utiliser pour intégrer la restauration responsables, en tout cas des achats durables, des achats de qualité, des achats responsables dans la restauration collective concédée? Eh bien, premier levier, déjà, c'est la connaissance de l'offre locale. Et cette connaissance de l'offre locale, elle va se jouer sur 2 aspects. Premier aspect, connaissance de l'offre locale des fournisseurs, c'est-à-dire bien connaître les opérateurs économiques qui vont se positionner. Et lorsque l'on parle de la gestion concédée, on a en face de nous des sociétés de restauration collective qui vont être nos fournisseurs. Donc déjà, il faut bien connaître en local quelles sont les sociétés de restauration collective, quelles sont leurs contraintes, est-ce qu'elles ont des contraintes particulières en termes d'approvisionnement, est-ce qu'elles ont des contraintes particulières en termes de certification, est-ce qu'elles ont des contraintes particulières en termes d'agrément pour savoir derrière qu'est-ce que je pourrais leur demander éventuellement. On pourrait aussi pousser cette connaissance de l'offre locale sur le deuxième aspect, la connaissance finalement des produits locaux. Et là, le guide qui était présenté en introduction, finalement, c'est une mine d'or pour pouvoir connaître l'offre locale et savoir qu'est-ce qu'il est possible d'avoir sur le territoire. Je vous ai remis, je vous aurai le support, le guide de la DAE sur le sourcing, qui est lui plutôt un guide méthodologique sur comment je peux identifier mes fournisseurs potentiels, cadrer les phases d'échange, puisque à travers le sourcing, il faut toujours avoir en tête les 3 principes de la commande publique. Liberté d'accès, égalité de traitement, transparence des procédures. Donc ne pas avoir pour effet, par exemple, de donner des informations en avance de phase à un candidat par rapport à un autre, qui lui permettrait déjà presque de préparer son offre en avance des autres candidats. Donc ça, c'est tout à fait possible et ça peut prendre la forme soit d'échanges, soit d'échanges par mail, d'échanges présentiels, de rencontres. Ça peut aussi prendre la forme de forums où vous venez rencontrer, ou de salons où vous venez rencontrer vos fournisseurs potentiels, les sociétés de restauration collective. Donc ça va être important dans cette phase de sourcing de bien comprendre quelles sont les contraintes de mes fournisseurs pour savoir jusqu'où est-ce que je peux aller
en matière d'exigence. Si j'ai une exigence que tout le monde peut respecter, je sais que là-dessus, j'aurai absolument aucun problème à l'indiquer dans le marché. Si tous mes fournisseurs peuvent me dire oui, on pourra intégrer 20% de bio dans la totalité, dans le montant des achats, pas de problème. Dans ces cas-là, on peut le mettre. S'il n'y en a qu'un seul qui est en capacité de le faire, ça doit me poser la question de si je mets cette exigence spécifiquement dans mon marché, est-ce que ce n'est pas pour effet de restreindre finalement la concurrence et donc de priver la liberté d'accès à la commande publique. De la même manière, si je veux poser une exigence mais que mes fournisseurs, au regard de leurs contraintes, ne peuvent pas la respecter, est-ce que je vais quand même l'intégrer dans mon marché? Donc c'est important d'avoir la connaissance de quels sont les fournisseurs potentiels, quelles sont leurs contraintes et derrière, quels sont les leviers finalement que je vais pouvoir mettre en place. Donc on peut tout à fait recourir au sourcing en préparation de la rédaction du marché. Ça nécessite, pour le coup, en termes de planification, un petit peu d'anticipation, puisque ces phases-là doivent bien intervenir avant la rédaction du CCTP. Si je me mets à rédiger le marché et que je commence à interroger les fournisseurs, bon, ça ne sera plus considéré comme du sourcing et ça pourrait remettre en cause ma procédure. Une fois que j'ai la connaissance des contraintes des sociétés de restauration collective, donc de mes fournisseurs potentiels, il faut bien définir le mode de fonctionnement et donc bien définir au préalable qu'est-ce que vous allez confier à votre fournisseur et qu'est-ce que vous allez vous réaliser. Par exemple, est-ce que la fabrication des repas, elle est réalisée dans une cuisine centrale qui appartient au prestataire? Ou est-ce qu'elle est réalisée dans une cuisine centrale qui vous appartient? Dans ces cas-là, quel type de liaison? Est-ce qu'on est sur de la liaison froide, donc avec des systèmes de réchauffe? Est-ce qu'on est sur de la liaison chaude, donc avec des systèmes où on a un maintien en température? Si on est dans une cuisine centrale qui vous appartient, avec quel matériel? Est-ce que c'est votre matériel et donc vous supportez l'amortissement du matériel et l'entretien et la réparation? Ou bien est-ce que ce sont des matériels du prestataire? Quelle équipe pour la préparation? Quelle équipe aussi pour la livraison? Quelle équipe pour la distribution des repas? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Si on est sur votre cuisine, quelle affectation des espaces? Est-ce que ce sont des espaces à vous, aux prestataires? Là encore, quelles sont les équipes? Si on a des cuisines satellites, est-ce qu'on a une remise en température? Par qui est-ce que c'est effectué? Qui va réaliser le service? Est-ce qu'on intègre aussi des prestations accessoires? Par exemple, des temps d'animation. Si oui, est-ce que c'est le prestataire, donc la société de restauration collective, qui doit intervenir pour réaliser l'animation? Ou bien il peut vous fournir des sortes de kits d'animation ou des éléments qui vous permettent d'avoir ces aspects-là. Donc là, c'est un exemple de question. Vous en retrouvez plein d'autres, d'ailleurs, pour pouvoir bien préciser le mode de fonctionnement et bien préciser vos attentes dans le guide du Conseil national de la restauration collective, donc, qui a édité 2 guides, un pour la gestion directe, un pour la gestion concédée, avec toutes les questions à se poser. Ça va avoir un impact hyper important sur, finalement, la marge de manœuvre que je vais avoir en fonction de mes prestataires et en fonction de mon mode de fonctionnement. Si je suis dans un cas de figure où la fabrication des repas est réalisée dans la cuisine centrale du prestataire, eh bien, je vais avoir potentiellement moins de liberté, moins de solutions, moins de possibilités, et je vais pouvoir lui imposer moins d'exigences que si je suis dans une cuisine centrale qui m'appartient. Puisque si les repas sont fabriqués dans une cuisine centrale du prestataire, les repas, il faut garder en tête qu'ils ne sont pas fabriqués que pour moi, ils sont fabriqués aussi pour d'autres clients potentiels, d'autres sites de restauration potentiels. Et donc, de ce fait, le fournisseur va avoir des contraintes organisationnelles qui lui sont propres et qui vont potentiellement l'empêcher d'intégrer toutes mes exigences en termes de produits durables, de produits de qualité, voire de produits locaux. À l'inverse, si c'est une préparation sur site, dans des locaux qui vous appartiennent, et bien là, vous pouvez avoir plus de marge de manœuvre, plus d'exigences vis-à-vis de votre fournisseur. Ce qu'il faut aussi avoir en tête dans ce dernier cas, c'est que plus vous allez lister des exigences, si vous savez que vos fournisseurs sont en capacité de le faire, et donc ce n'est pas un problème en termes d'approvisionnement de produits durables et de qualité, voire de produits locaux. Donc si techniquement c'est possible et c'est faisable, eh bien la contrepartie potentielle, c'est une contrepartie financière. C'est-à-dire que si je vais poser
beaucoup d'exigences, et des exigences très importantes par rapport à ce que font en général les sociétés de restauration collective. Si elles sont en capacité de le faire, le risque, eh bien, c'est que cela se répercute sur le coût. Donc c'est aussi un équilibre à avoir entre mes exigences, jusqu'où est-ce que je vais, est-ce que mes fournisseurs potentiels, donc les sociétés de restauration collective, sont en capacité de le faire, et ça c'est le sourcing qui me permet d'avoir les réponses, et de ce fait-là, si je vais trop loin dans mon niveau d'exigence, finalement, est-ce que je ne vais pas avoir une contrepartie, une incidence financière qui est trop forte. Donc, il faut bien définir son mode de fonctionnement à travers toutes ces questions pour être au clair sur qu'est-ce que je réalise, qu'est-ce que j'attends de mon fournisseur, qu'est-ce que j'attends de mon prestataire, et de ce fait-là, dans les attentes vis-à-vis du prestataire, jusqu'où est-ce que je vais. Ça va avoir une importance aussi au moment de la définition du mode de fonctionnement en termes de modalité de suivi. Quel contrôle est-ce que je souhaite mettre en place? Est-ce que j'ai un contrôle toutes les semaines, toutes les 2 semaines, un contrôle qui est inopiné, un contrôle qui est sur site, un contrôle qui est réalisé uniquement sur pièce? Ça, c'est des questions à se poser. Et finalement, quels sont les résultats de ce suivi? Est-ce que ça va avoir pour incidence de mettre en place des sanctions, des plans d'action correctifs ou d'autres éléments? Donc ça aussi, c'est important de le définir. Et c'est encore plus important de le définir précisément parce que derrière, il faut s'assurer d'avoir les moyens humains, les ressources nécessaires pour pouvoir effectuer le suivi. Et donc, plus vous allez fixer des exigences hautes, des exigences importantes en matière d'achat durable, plus vous allez devoir vous assurer de pouvoir contrôler le respect de ces exigences. Sinon, le risque, c'est que sur le papier, votre fournisseur, votre prestataire vous dise oui, moi je peux tout faire, c'est très bien, c'est magique, c'est magnifique. Par contre, dans l'exécution, dans la réalisation, il ne faut pas que le soufflet retombe, si vous me permettez l'expression, mais qu'on ait bien ce qui a été mis en œuvre, ce qui a été soit proposé par le fournisseur, soit imposé dans le cahier des charges, soit réellement exécuté. Donc, il faut bien définir les modalités de suivi, les modalités de contrôle. Et donc, là encore, si je reprends ce que disait Lisa dans l'introduction, là, c'est aussi à ce moment-là où vous allez fixer le suivi des produits Egalim. Est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que c'est le prestataire qui le fait? Qui c'est qui déclare, télédéclare? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le prestataire? Il faut garder en tête que l'obligation, elle s'implique à vous en tant que gestionnaire. Généralement, même si on parle de gestion concédée, vous faites appel à une prestation. Vous ne déléguez pas la gestion de ce service public de la restauration collective. Donc, c'est quand même vous, en tant que gestionnaire de ce service-là, qui devez vous assurer du respect de l'obligation. Donc, l'obligation de la loi Egalim, des 50% d'achat, voire 60% pour les viandes et les poissons, d'achat de produits durables et de qualité, dont 20% de bio, ça s'impose à vous. C'est là aussi où il faut définir bien précisément quelles sont les modalités de reporting qui sont attendues, quels sont les éléments qui sont attendus de la part du fournisseur, et donc quels sont les éléments que moi, en tant qu'acheteur, je serai en capacité de suivre. Cette exigence ou ces exigences en matière de rédaction vont se traduire aussi dans la manière de rédiger le cahier des charges. On nous pose souvent les deux rédactions suivantes, la rédaction dite technique du cahier des charges versus la rédaction fonctionnelle du cahier des charges. La rédaction technique, c'est-à-dire que je vais être très précis et très fin dans les moyens qui doivent être mis en œuvre pour réaliser la prestation. C'est-à-dire que je vais me concentrer précisément et de manière très stricte et très exhaustive sur les moyens qui doivent être mis en œuvre. L'idée derrière, c'est que si je contrôle les moyens qui sont mis en œuvre pour réaliser la prestation, alors les résultats qui sont escomptés, vu que je maîtrise les moyens, a priori, devront être réalisés. Si je suis dans une rédaction fonctionnelle, à l'inverse, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de définir des objectifs, des fonctions et des résultats à atteindre par le prestataire. Donc, je vais me concentrer sur le résultat, je vais me concentrer sur la manière d'apprécier le résultat. Par contre, les moyens qui sont mis en œuvre par le prestataire sont finalement à sa discrétion. Tant qu'on atteint le résultat, moi, tout ce qui m'importe, c'est d'atteindre ce résultat. Donc, je ne vais pas maîtriser la même chose. Et dans tous les cas, d'une manière générale, c'est un peu du cumul des deux. Mais ce qu'il faut garder en tête pour les approvisionnements durables et les achats responsables dans la restauration collective concédée, eh bien, il faut définir très précisément, et là, il faut plutôt raisonner en termes
finalement de rédaction fonctionnelle, donc définir des objectifs en matière de mise en œuvre de produits durables et de qualité, voire de produits locaux. Donc là encore, définir la notion de local en laissant la possibilité aux prestataires d'être plus ou moins souple, de vous proposer des solutions pour atteindre ces exigences-là. Ça signifie aussi, si je définis des résultats, et si je veux les cadrer un petit peu, qu'ils ne soient pas utopistes mais qu'ils soient réalisables, en amont, il faut que je m'assure de la faisabilité et donc de la capacité à la fois des sociétés, mais aussi de la production locale et de la production de produits durables et de qualité, et bien, que cette production-là puisse répondre à mes exigences. Ça nécessite aussi d'évaluer très précisément et dès le départ, pour éviter toute mauvaise surprise, comment je vais évaluer, comment je vais analyser si mes résultats sont bel et bien atteints. Donc, quelles vont être les modalités d'évaluation des résultats par rapport aux objectifs définis. Donc, chaque cahier des charges a des avantages, mais aussi des inconvénients. Sur le cahier des charges fonctionnel, l'avantage, c'est que finalement, je me concentre sur les résultats. Ça permet de faciliter l'innovation, mais attention, ça peut aussi rapidement devenir la recherche d'un mouton à 5 pattes. À l'inverse, sur le cahier des charges techniques, je suis très précis, très fin, donc c'est très facile d'analyser. C'est ça respecte pas. C'est presque une analyse binaire, mais ça me laisse beaucoup moins de marge de manœuvre dans la proposition de valeur ajoutée, dans la proposition notamment de variantes de la part de mes prestataires de restauration collective. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Et pour faciliter la mise en œuvre de ces produits, de ces achats-là, c'est plutôt rédiger et raisonner en matière de cahier des charges fonctionnels, donc voilà, plutôt d'objectifs à atteindre et de laisser la possibilité, de laisser la place aux fournisseurs de me proposer les moyens qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour atteindre ces résultats-là. Et ça fait le lien notamment quand on parle en matière d'objectifs de résultats avec le plan de progrès que je remontrerai tout à l'heure. Mais les résultats, soit on les fixe précisément dès le départ et ils doivent être atteints dès le démarrage de la prestation, soit on les fixe de manière progressive, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans l'exécution et dans la mise en œuvre de la relation une évolution progressive de ces objectifs, une évolution progressive de ces résultats, et donc finalement un suivi qui va être différent et des exigences qui vont monter crescendo pendant la mise en œuvre du marché. Dans la rédaction du cahier des charges, on raisonne résultat et on peut aussi, à travers les critères de jugement des offres, valoriser des produits durables et de qualité, ou de valoriser des produits issus des approvisionnements directs de l'agriculture. Donc là, c'est un exemple de critère de jugement des offres qui peut être mis en œuvre, avec sur la performance en matière de développement des approvisionnements directs des produits de l'agriculture, on va demander aux candidats, donc à la société de restauration collective, finalement, comment, à travers les filières d'approvisionnement, il peut garantir que les agriculteurs, et donc les producteurs, se font entendre au sein de ces différentes filières. Comment est-ce qu'ils investiguent ces sujets-là et comment ils s'assurent qu'ils se font entendre, qu'ils peuvent déterminer les éléments et donc qu'ils peuvent se positionner. On va aussi leur demander, en matière de transparence, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller en matière d'information sur les conditions de production de la matière première, dont pratiques culturales, pratiques d'élevage et mention d'origine. On ne va pas imposer une mention d'origine, par contre on va imposer potentiellement, ou en tout cas on va valoriser potentiellement les fournisseurs qui vont aller le plus loin, qui vont permettre d'avoir une information la plus précise, la plus fine et la plus fiable possible en matière de transparence. Et donc derrière ces critères de jugement des offres, pour qu'ils soient bien appréhendés, l'idée, c'est pas forcément de les démultiplier, ce n'est pas ma conviction, mais plutôt de les resserrer et dans la manière de les formuler, d'avoir des choses qui soient relativement simples, qui soient formulées sur la base de questions, donc dans un cadre de réponse, ce qui vous permet aussi vous de mieux gérer l'analyse puisque toutes les réponses sont structurées de la même manière, ce qui évite d'avoir à regarder dans les beaux mémoires techniques de 300-400 pages. Là, c'est en page 2, là, c'est en page 400. Donc, c'est plus facile pour l'analyse des offres. Donc, on pose des questions relativement simples et qui permettent derrière de graduer l'analyse, de graduer la note. Ici, comment votre structure s'assure-t-elle d'une écoute réelle des agriculteurs?
en fournissant des preuves. Bon, est-ce qu'elles sont majoritaires, adhérents à la structure par rapport à la filière, pas de structure mais des mécanismes qui permettent de se faire entendre, ou pas de mécanisme ni de structure particulière. On voit bien qu'en matière de capacité des agriculteurs à se faire entendre, on a bien une gradation et qu'un candidat, s'il m'apporte la preuve de la première réponse, aura plus de points qu'un candidat qui me répond la réponse 4, pas de mécanisme, pas de structure particulière. Donc ça permet aussi d'objectiver, de faciliter la transparence des procédures et de respecter l'égalité de traitement des candidats. Donc ce sont aussi des critères de jugement que l'on peut mettre en œuvre pour valoriser les produits durables, les produits de qualité. Donc là, c'est produits directs de l'agriculture, on pourrait avoir un critère à peu près équivalent sur la performance en matière de développement des produits durables et de qualité, ou la mise en œuvre des produits durables et de qualité dans les repas. On peut juger ça. Et ce qui va être intéressant, c'est quand on raisonne en matière de cahier des charges fonctionnel, donc lorsque l'on raisonne en matière de résultats, eh bien d'aller mettre des critères de jugement des offres qui soient en lien avec ces résultats. Donc si je me fixe un objectif dans le cahier des charges visant à un certain taux de produits durables et de qualité, bah, c'est intéressant d'avoir son pendant en critères de jugement des offres pour chercher à évaluer et analyser les moyens, pour le coup, qui seront mis en œuvre par le fournisseur pour atteindre ces résultats-là. Ça permet du coup d'avoir un peu une sorte de répondant, de ping-pong entre ce qu'on a marqué dans le cahier des charges et comment on va évaluer les offres des fournisseurs. Et si je tire le fil, ça permet aussi derrière de faire un suivi entre les résultats qui sont demandés, ce qui est dans le cahier des charges et dans l'offre du fournisseur, et derrière dans la manière de le suivre. Et donc là, sur les plans de progrès, pareil, je vous ai remis le guide de la DAE sur la rédaction d'un plan de progrès dans le marché public. Ça va permettre de fixer des objectifs progressifs dans le cadre de l'exécution des prestations. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur la rédaction du cahier des charges fonctionnel et sur la rédaction de ces résultats, de ces objectifs à atteindre, eh bien, avec ce mécanisme-là, on peut le rédiger de cette manière-là et donc d'avoir progressivement des objectifs qui augmentent d'année en année. L'avantage du plan de progrès, c'est qu'on peut intégrer à l'intérieur des mécanismes de renégociation, c'est-à-dire que régulièrement, par exemple tous les ans, on va refaire un point sur ce qui était dans le cahier des charges. On va refaire un point sur les objectifs qui étaient fixés, sur les moyens qui ont été mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Est-ce que les objectifs ont été atteints ou non? Et donc, de ce fait, fixer des plans d'action réguliers pour pouvoir le mettre en œuvre. Et on a aussi la possibilité de manier, je dirais, la carotte et le bâton, et donc d'intégrer avec le plan de progrès un système de pénalité, voire de prime, si l'objectif est dépassé. Donc, pénalité si l'objectif n'est pas atteint, et prime, on se partage un peu la valeur ajoutée si l'objectif est dépassé. C'est aussi une possibilité à travers le plan de progrès. Donc, c'est intéressant de jouer sur les deux aspects et sur les deux tableaux. Mais là encore, tout comme la rédaction des exigences dans le cahier des charges, il faut que je m'assure d'avoir les moyens et les ressources nécessaires pour pouvoir effectuer le suivi. Et donc effectuer le suivi à la fois des objectifs, mais aussi du plan d'action qui sera mis en œuvre dans le cadre du plan de progrès. Donc, avec tous ces outils, finalement, c'est plutôt raisonner résultats. Quels sont les résultats à atteindre? Fixer les résultats et structurer les résultats dans le cahier des charges, et derrière se donner les moyens de suivre et de piloter ces résultats vis-à-vis des fournisseurs. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si déjà à ce stade, il y a quelques questions ou si l'on passe direct au retour d'expérience. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette première introduction un peu théorique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les personnes présentes, questions de compréhension ou voilà, qui veulent davantage de détails sur un sujet qui aurait été évoqué par Mathieu? C'était très clair, Mathieu, donc c'est pas Ouais. une question. Mais oui, n'hésitez pas à prendre la parole ou à poser votre question dans le chat si vous voulez. Ou à nous dire voilà où vous en êtes, par exemple, pourquoi vous êtes là. Mais moi, en fait, au début, j'avais une question sur, mais tu as répondu sur. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que ce que tu, entre guillemets, plébiscites, c'est plutôt d'aller vers un cahier des charges plutôt fonctionnel
Voilà, donc Pas entièrement fonctionnel, puisqu'il faut aussi être réaliste, il faut fixer des éléments plutôt d'exigence et non négociables, notamment en matière de sécurité sanitaire et ce genre d'éléments. Mais en tout cas, pour faciliter l'intégration de produits durables, vraiment de raisonner en termes d'objectifs, de performance et donc de résultats atteints pour les fournisseurs. ok. Et je précise que dans le cadre de l'appel à projet cantine durable, donc l'accompagnement individuel qu'on propose, on est en mesure de vous faire accompagner donc par Mathieu et ses équipes sur la rédaction de votre futur marché de gestion concédée si vous êtes dans le cadre d'un renouvellement. Donc on va le faire notamment pour Jouk, qui est c'est de l'assistance technique, c'est un peu particulier, mais voilà. Et la commune de Tarascon aussi était intéressée, on en a discuté rapidement ce matin, mais voilà, hésitez pas, c'est quelque chose qu'on est tout à fait en mesure de faire avec vous, pour bien intégrer toutes ces petites subtilités qu'évoquait Mathieu. Ah, Tout à fait. ok. Et donc, On peut continuer s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va laisser la parole à Constance. Merci beaucoup pour ton temps. Donc, il vient des Alpes-Maritimes, pas des Bouches-du-Rhône, mais dans tous les cas, voilà, c'est super de pouvoir échanger entre territoires. Donc, voilà, Constance, je te laisse prendre la parole pour donc, le retour d'expérience sur la commune de Saint-Vallier-de-Thiers. Bonjour à tous. Donc, oui, je suis Constance Rivier. Moi, je suis chef de projet du PAT de la commune de Saint-Vallier-de-Thiers, qui est un PAT communal depuis 2021, qui était niveau 1 et qui a été labellisé niveau 2 l'an dernier. Du coup, je vais vous partager ma présentation. Ok, c'est bon, vous avez la présentation en grand écran? Parfait. Super. N'hésitez pas à m'interrompre pendant si vous avez des questions ou par le chat comme vous voulez. Donc, du coup, Saint-Vallier-de-Thiers, c'est effectivement une commune des Alpes-Maritimes qui est située au-dessus de Grasse, une petite commune d'environ 3000, un peu plus de 3500 habitants. Alors, je vais essayer de vous reprendre un petit historique des actions de la commune, en tout cas en ce qui concerne la restauration collective. C'est une commune qui est vraiment engagée sur la thématique alimentation durable depuis longtemps, avec le choix de construire une cuisine centrale, c'était en 2013 par exemple, de créer une épicerie solidaire à ce moment-là, des jardins familiaux, etc., de l'aide à l'installation d'agriculteurs. Donc, moi, je suis arrivée sur la commune en 2019 dans le cadre du diplôme universitaire de Montsartou, de chef de projet en alimentation durable pour les collectivités. Et du coup, en 2019, ce qui a été fait, c'est un diagnostic de la restauration collective et donc un point avec les élus, avec l'équipe communale pour savoir quels étaient les objectifs qu'ils avaient, en tout cas d'amélioration de la restauration collective. Et donc, on a travaillé, moi j'ai travaillé au diagnostic et ensuite un plan d'action a été mis en place en fonction des résultats du diagnostic et des objectifs définis par l'équipe municipale. Donc, à l'époque, au début du diagnostic, début 2019, l'équipe municipale avait le souhait d'augmenter la part du bio dans les 2 cantines. On a deux cantines, je vais vous montrer un petit schéma juste après. 2 cantines municipales pour atteindre à l'époque ce qui était souhaité, 25% de produits bio. Il y avait un objectif de réduction du gaspillage alimentaire également de 20%, augmenter la part de produits issus de produits locaux en voyant un petit peu les accords passés avec les producteurs déjà sollicités, avec un objectif d'environ 10% de produits locaux. Et puis, il y avait l'objectif de réajuster le cahier des charges relatif au contrat de restauration scolaire. Donc ça, c'est les objectifs qui étaient vraiment diagnostiques et vous verrez l'équipe municipale les aura affinés et consolidés une fois le diagnostic fait. Donc, ce qui a été mené dans le cadre du diagnostic, c'est vraiment une étude du territoire, des acteurs du territoire, de la restauration collective et de toute la chaîne de production, transformation, logistique en place. Donc, ce qui a donné lieu au diagnostic et ce qui a permis de définir un plan d'action sur 3 axes, qui était un premier axe de contrôle de l'approvisionnement de la cuisine centrale,
un deuxième axe qui était de commander au plus juste pour justement réduire le gaspillage alimentaire et pouvoir injecter une partie des économies dans l'amélioration de la qualité. Et puis d'informer des enjeux de l'alimentation durable parce que dès 2019, la commune avait cette certitude que les changements de pratique s'accompagnent par de la sensibilisation. Alors, donc, 2019, Saint-Vallier-de-Thiers, 3500 habitants. On a 2 écoles primaires, environ 400 repas et un collège. Une cuisine centrale qui est en dehors des écoles. Donc, en fait, les repas sont confectionnés au sein de la cuisine centrale et servis et acheminés en liaison chaude aux 2 établissements et une crèche. Donc, oui, on est plutôt à environ 350 repas servis, enfants, personnes âgées, pompiers. À l'époque, on avait vraiment des équipes à flux tendu et on s'est rendu compte qu'on avait un contrôle très limité sur l'approvisionnement avec un fort gaspillage de denrées. En fait, à l'époque, au moment du diagnostic, les informations qui étaient demandées aux prestataires étaient vraiment difficiles. On avait peu de retours sur les factures, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait réellement dans les assiettes des enfants et vérifier était bien respecté. Donc, c'est vrai que l'équipe municipale, à ce moment-là, a été vraiment très surprise, en fait, de se rendre compte que, même avec un cahier des charges qui était plutôt exigeant, finalement, on se rendait compte qu'on avait une prestation qui n'était pas forcément de qualité parce qu'elle n'était pas suivie et que le cahier des charges n'était pas forcément suffisamment précis, ce qui fait que le prestataire pouvait répondre à côté sans aucun problème. Fin 2019, on arrivait à une première phase de renouvellement du marché public. Donc, c'était vraiment un planning opportun pour permettre le changement et éventuellement mettre en place une nouvelle offre. Et du coup, éventuellement accompagner les équipes au changement. Donc, 2019, on s'est rendu compte qu'on avait un contrôle limité de l'approvisionnement. C'est ce que je viens de vous dire dans le cadre de la collaboration avec le prestataire repas. Donc, ce qui est délégué, c'est tout ce qui est approvisionnement, confection des repas, livraison des repas. On a une équipe en cuisine qui est mixte. En fait, on a 2 personnes qui font partie du prestataire repas et une personne qui est communale. Et ça, c'est un souhait et qui est maintenu aujourd'hui d'avoir une personne communale au sein de l'équipe du prestataire pour aussi être en place dans la cuisine centrale. À l'époque, le contenu des assiettes, c'était environ 10% de bio, 10% de produits locaux, un peu moins, et 5% de produits labellisés. Ça, c'est vraiment des chiffres à prendre avec des pincettes parce qu'on avait vraiment des difficultés, parce que les produits locaux, la définition, elle était vraiment pas très claire et que pour certains, par rapport aux prestataires, c'était plutôt qu'il y avait un point de transit local, mais que ça venait de beaucoup plus loin. Donc, bon, c'est les chiffres qu'on a pu sortir à l'époque, mais qui sont à prendre avec un peu de recul. On avait fait des pesées à l'époque, on avait des pourcentages de gaspillage énormes, 31% pour les entrées, presque 50% pour le plat principal et à peu près 20% pour le dessert. Et on avait à l'époque un repas à 6 composantes, ce qui n'est pas tout à fait le cadre donné par les diététiciennes, mais ça, c'est pareil, ce n'était pas forcément suivi. On avait travaillé sur les objectifs de progression à l'époque pour répondre à la loi Egalim. En ce qui concerne la part de produits locaux et SICO, on était environ à 13%, donc l'idée c'était de doubler. Et pour ce qui est de la part de produits issus de l'agriculture biologique, on était environ à 10%. Donc là aussi, il y avait un besoin de doubler la part de ces produits. Alors, une fois qu'on a eu cet état des lieux fait, une des questions qui s'est posée, et vraiment lors du diagnostic, l'équipe communale a vraiment tenu à mettre un maximum de participants autour de la table pour les réflexions. Donc, on a fait des réunions publiques, on a travaillé aussi avec le prestataire repas à quantifier un éventuel avenant, etc. Et la question qui se posait, c'était est-ce que la commune continue à passer et à déléguer un prestataire repas ou est-ce que la commune a la possibilité de passer en régie pour sa restauration collective avec un prestataire repas parce que pour différentes raisons, mais entre autres le fait que petite commune avec des équipes déjà très chargées, pas facile de gérer une restauration collective.
en tout cas dans un premier temps. Donc, l'idée, c'était de repartir avec un prestataire repas pour un temps et puis de faire un bilan quelques temps après pour voir si éventuellement la commune pouvait reprendre en régie. Donc, une fois qu'on a eu décidé que la commune continuait à déléguer sa restauration collective, c'était est-ce qu'on relance un marché ou est-ce qu'on fait un avenant? Donc, on avait fait chiffrer, on avait travaillé avec le prestataire repas à chiffrer une amélioration telle que définie par l'équipe communale. Et finalement, ce qui a été décidé, c'était de relancer le marché parce qu'on était vraiment sur des objectifs bien éloignés que le marché initial. Et donc voilà, on repartait de zéro. Donc, une fois le marché a été lancé, là, ce que je vais vous présenter, c'est les termes qu'on a mis, nous, dans notre marché à l'époque. On a un marché, là, c'était relancé pour 3 ans, une période de 3 ans qui nous semblait période pas trop longue, mais pas trop courte, en fait, pour pouvoir tester un prestataire. Donc ça, c'était en 2021. On a eu depuis un nouveau marché dans lequel on a un petit peu augmenté les exigences qui arrivait donc en 2023. Et on est en train là de retravailler sur le cahier des charges pour une 3e phase. Donc ça, c'était il y a un petit moment, mais ça a vraiment mis le cadre et les bases d'une nouvelle manière de fonctionner et de nouvelles exigences dans notre cahier des charges. Donc concrètement, dans le cahier des charges, qu'est-ce qu'on a fait apparaître? On a fait apparaître des exigences relatives à la qualité, donc par exemple 100% bio de qualité pour différents types de produits, là, les légumes, les fruits, les céréales, les légumes secs, les produits laitiers en dehors du fromage, les œufs. Une exigence aussi relative au conditionnement, parce que la commune souhaitait vraiment travailler sur la diminution du plastique. Donc, les fromages, par exemple, seront à la coupe non emballée. Des exigences également relatives au grammage, parce qu'avec presque 45% de gaspillage, il était évident qu'on pouvait travailler sur le volume confectionné en amont et du coup sortir des préconisations du GEM-RCN et appliquer des réductions sur les quantités dictées par ce cadre-là. Donc là, par exemple, à l'époque, on a proposé une réduction de 20% des quantités sur le plat principal. Sachant qu'on était à 46% de gaspillage, on avait de la marge. Autre chose, exigence relative également à la diversification des protéines. Ça, c'était important pour la commune aussi de travailler sur cet axe-là. Donc, à l'époque, en fait, on avait proposé que sur les 5 repas de la semaine, on en ait un avec œufs, un végétarien, un repas viande rouge, avec donc la référence au label, un repas proposant un poisson, pêche durable, et un repas viande blanche, pareil, labellisé Egalim. De même, sur la structuration, par exemple, des goûters, à nouveau une exigence relative au conditionnement. Pas de conditionnement individuel, par exemple. Également, on a fait apparaître des exigences relatives à la hop, j'enlève ça parce que je ne vois pas ma phrase. À la structuration, voilà, des repas, avec donc un retour à 5 composantes et même 4 quand le dessert est un yaourt, on n'a pas de fromage. Une exigence aussi relative à la certification de notre restauration collective et des restaurants. Et ça, je sais qu'on va en parler dans le 2e retour d'expérience. Et pour nous, c'est vraiment très important parce que c'est un double contrôle. On a le contrôle de la collectivité, mais on a aussi le contrôle de notre label qui permet de contrôler la prestation. Alors, ce qui nous a vraiment paru très important et maintenant avec un peu plus de 5 années de recul, on peut dire que ça a vraiment porté ses fruits. C'est qu'on a mis de manière très scolaire une périodicité de suivi entre le prestataire et la collectivité. Là, vous voyez, 2 fois par mois, le chef de projet en alimentation durable se rendra à la cuisine pour contrôler les commandes. 2 heures par mois, le chef de projet et la collectivité travaillera avec le cuisinier. 1 fois tous les 15 jours, une réunion interéquipe. Ça paraît très scolaire, un peu cadré, etc. On l'a fait, on l'a vraiment suivi au début. Le prestataire qu'on a retenu, au bout de quelques mois, nous a dit c'est beaucoup. On lui a dit oui, c'est beaucoup, effectivement, mais on en a besoin. Aujourd'hui, on travaille, ça fait 2 fois de suite qu'on travaille avec le même prestataire, donc ça va faire 6 ans qu'on travaille avec le même prestataire. On peut dire qu'aujourd'hui, grâce à ce cadre-là, des exigences qu'on a mis dans le cahier des charges, on a un vrai partenariat. Donc, ça a été un peu scolaire et ça a fait râler un petit peu au début. Aujourd'hui, on l'a
assoupli, mais on ne l'a pas retiré, ce cadre-là. Mais voilà, ça nous a permis vraiment de travailler tous ensemble et également avec les équipes et de la cuisine et des restaurants, des écoles. On a souhaité aussi mettre un système de pénalité plus dissuasif parce qu'on s'est dit, si on a des pénalités qui sont pas très dissuasives, finalement, peut-être qu'il n'y aura pas forcément une volonté de... En tout cas, on n'aura pas la possibilité de mettre la pression sur l'exécution du cahier des charges. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a modifié aussi. Alors, pour information, depuis 6 ans, en fait, 2 fois, on a eu recours à une lettre recommandée auprès de notre prestataire sur des points particuliers. Alors, ça fait un moment maintenant. Mais c'est vrai on n'a pas appliqué de système de pénalité, mais on a eu besoin à un moment de recadrer de manière un petit peu plus administrative. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a une alimentation, on a une offre qu'on appelle nous 100% durable parce qu'on a 100% bio sur fruits, légumes, céréales, légumineuses, œufs, laitages, ce qui nous amène à peu près 65% de notre offre qui est bio. Toutes les viandes, les poissons, les œufs sont labellisés, les fruits et les légumes sont locaux et de saison. On avait défini des axes de travail dans le cahier des charges, travailler sur un plan alimentaire, sur la réduction du gaspillage, travailler sur la saisonnalité et donc la certification EcoCert. On est labellisé 3 carottes depuis 2020, depuis le début de notre nouveau cahier des charges. La collaboration entre les équipes municipales, les équipes du prestataire a vraiment pu se faire et c'est ce que je vous disais, on a un partenariat fort aujourd'hui grâce au cadre qu'on avait donné dans le cahier des charges. Sur le terrain, on a eu besoin forcément, et c'était un souhait aussi, pour accompagner les changements, d'accompagner les enfants, les équipes de la pause méridienne. On a fait pas mal de réunions publiques pour expliquer les modifications de l'offre. On met en place des pesées tous les ans. On a tout un tas de bonnes pratiques, propositions de portions différentes au self, etc. Et puis, on a un self zéro déchet depuis 2021. Tout est proposé en vrac à la coupe. On a plus de déchets, en fait. On n'a plus de poubelles dans les cantines. Les restes de repas sont distribués pour nourrir des animaux. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée de la qualité de l'offre aujourd'hui. Si on revient sur les objectifs qui ont été fixés en amont du diagnostic, on était parti sur à peu près 25% de bio. On est aujourd'hui, alors, on est en fonction des années, entre 65 et 70% à l'audit EcoCert de bio. Par rapport au gaspillage alimentaire, le fait de revenir à 5 composantes, d'ajuster les grammages et de travailler surtout sur la qualité des recettes et de la proposition culinaire, on est passé de 46% à 23% en 2022. Si je vous réajuste, je n'ai pas réajusté, excusez-moi les chiffres. On est à 18% là, de gaspillage sur les repas. Par rapport aux produits locaux, on est à 18% sur le label EcoCert. On a un objectif maintenant de 30%, vous allez le voir. Et le cahier des charges, on avait relancé un marché, donc, ce qui nous a permis de le réajuster complètement. Juste un petit point sur, je regarde l'heure, on est bon, ouais. Juste un petit point sur les coûts, parce que forcément, c'est une question que vous posez certainement, en tout cas, nous, on s'est posé. Alors, ce qui a généré des économies, c'est la réduction des grammages, le retour à 5 composantes, voire 4 lorsqu'il y a un yaourt en dessert, le fait d'intégrer des menus végétariens, forcément, la réduction de viande génère des économies. De l'autre côté, ce qui a généré des coûts, c'est l'amélioration de l'offre, le bio, les labellisations, les circuits courts, la saisonnalité, etc. Donc, on n'était pas à l'équilibre financier, évidemment. Ce qui a été choisi par la commune, c'est de n'appliquer aucun surcoût aux familles. La commune a souhaité améliorer son offre et elle n'a pas souhaité que les familles soient impactées, en tout cas d'un point de vue financier. À l'époque, en tout cas, ce changement a représenté un surcoût de 23 000 euros pour les 51 000 repas environ servis. Alors, petit bilan sur les 3 années, en tout cas les premières années de marché. Le point positif, c'est que le cadre strict de collaboration a vraiment permis un partenariat. On va vraiment, on peut le dire maintenant depuis 6 ans, prestataires et communes dans la même direction,
Quand on a des questionnements, on en parle et on essaie de co-construire ensemble les solutions. Chacun de notre côté, on est force de proposition pour aller vers une amélioration en permanence. Attendez, je ne vois pas, mais avec le... Hop. La dynamique donc, est partagée, ce qui permet d'aller plus loin dans nos exigences de qualité, de créer des synergies entre les projets de chacun. Par exemple, la labellisation EcoCert. Et puis, le projet de production locale, nous, ça fait 1 an et demi qu'on a une régie agricole communale. Et c'est vraiment là aussi des choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut travailler avec un prestataire repas si on a un bon partenariat. Parce que là aussi, c'est des gros changements en termes d'organisation au quotidien. Les axes d'amélioration du cahier des charges, nous, on s'est rendu compte, par exemple, je vous parlais de tension un petit peu, qu'on avait indiqué des produits laitiers bio dans notre premier cahier des charges et pendant 6 mois, on n'a pas eu les yaourts, par exemple, bio parce que pour eux, les produits laitiers, non, on n'avait que les yaourts, excusez-moi, on n'avait que les yaourts et en fait, pour eux, les produits laitiers n'incluaient pas le beurre, le lait, les laitages, les crèmes. Donc pendant 6 mois, on n'a pas eu ces produits-là en bio, mais on a fini par les avoir maintenant. Mais c'est vrai que ça a été, par exemple, un point qui a nécessité d'être plus précis dans la réécriture du cahier des charges. Voilà. Juste petite vue sur le cahier des charges, les améliorations et les changements qu'on avait apportés pour la période 2023-2025, donc qui est donc en train de toucher à sa fin. En tout cas, on est en train de retravailler, mais en termes de qualité de l'alimentation, on était resté sur les mêmes exigences. La diversification des protéines, on a substitué la viande rouge 1 fois par mois par une viande blanche et 1 fois par mois par un autre repas végétarien, céréales et légumineuses. Pour ce qui est des produits locaux, en fait, on a fixé un objectif qui était les objectifs du projet alimentaire territorial à 30% de produits locaux avec une progression sur la durée du marché, donc des 3 ans. Donc, à la fin 2025, le prestataire a une obligation d'atteindre les 30% de produits locaux. Donc, tout à l'heure, on était un peu moins de 20%. Là, c'est vrai qu'on est plutôt à 25% et on espère arriver aux 30 pour cette année. On a réajusté à nouveau les quantités suite au pesé qu'on avait fait sur les 3 années. On a réduit 10% le grammage des entrées et on est passé de 20 à 30% de réduction de l'accompagnement, des grammages de l'accompagnement du plat principal. Par rapport au... j'ai vraiment... Hop. On avait un poste aussi qui était délégué prestataire repas de responsable d'une des cantines, mais celui-là, on l'a réintégré dans la commune. Apparition de la notion de gestion de crise. Alors nous, il y a une chose qu'on fait, c'est le menu du chef, en fait, le mercredi, dans nos cahiers des charges. Ça participe à la réduction du gaspillage, ça participe aussi à l'engagement et à la participation du chef dans les repas. C'est que, en fait, le chef... il se tient au cadre donné par la diététicienne, mais le menu n'est pas défini. Il va le définir en fonction de ce qu'il a dans ses placards, un peu comme à la maison. Évidemment, il peut faire des commandes pour agrémenter le repas, pour pouvoir répondre aux exigences, mais c'est lui qui va faire le repas. Donc, le menu est su le mercredi matin. Et ça nous permet, déjà, les enfants sont très contents. Lui, il a vraiment un travail de chef. Et c'est vrai que on a fait ça sur le premier marché et on l'a élargi au deuxième parce que, par exemple, le jour du repas des seniors, il fait ça aussi. Et ça permet... Alors ça, c'est possible parce qu'on a on a un bon partenariat et on sait qu'on a un chef qui va faire en général des repas plus plutôt que moins qualitatifs quand il a les choses entre les mains. Donc, on peut y aller les yeux fermés. Dans notre cahier des charges, on a des prestations supplémentaires. Par exemple, maintenant qu'on a une offre qualitative, en fait, dans le cadre du PAT, on a vraiment un des axes du PAT, c'est d'améliorer et de faciliter l'accès à une alimentation de qualité pour tous. Donc, par exemple, on a un espace culturel sur la commune et depuis le nouveau marché, les repas des artistes sont confectionnés par la cuisine centrale, par exemple. Voilà, et je crois que j'en ai fini. Ouais. J'espère que j'étais Merci claire. beaucoup. Oui, c'était super clair. Merci et bravo. Il y a une première question de Valérie Torcol de Jouques qui demande combien de prestataires avaient. Du coup, ça fait 2 marchés en tout, un premier et un deuxième.
le premier marché, combien tu avais eu de réponses et le deuxième, pour donner une Alors, idée. ouais, premier marché de mémoire, on devait avoir 4 répondants. Et deuxième marché, il me semble que c'était 3 avec une offre non recevable parce que nous, dans notre cahier des charges, on impose une trame, en fait. Ok, Euh, et du coup, il y en a un qui n'a pas suivi la trame, donc déjà, lui, il est sorti tout de suite. ok, Les repas sont en liaison chaude, oui. ok, super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Retour d'expérience. Euh, Est-ce que vous êtes fait accompagner ou enfin où il y a quelqu'un pour du coup quand même de la rédaction la première fois de ce marché où il y Ben, avait. alors, en fait, on a beaucoup travaillé à l'époque, on a beaucoup travaillé avec les communes alentours pour accélérer en fait la transition et pour bénéficier des bonnes pratiques des uns et des autres. Et en l'occurrence, le cahier des charges, on s'est pas mal inspiré d'une commune qui s'appelle le Rouret chez nous, qui est en Mm. 100% bio et qui était aussi en délégation. Mais on l'a réécrit aussi en grande partie. Et non, on n'a pas été accompagné. C'est pour ça que moi, je le présente souvent, mais je mets toujours un bémol, sachant que nous, on a une petite commune, on n'a pas de cellule marché. Donc, il y Mm. a peut-être des choses qui ne rentrent pas complètement dans le cadre, mais non, on ne s'est pas fait accompagner. Ok. Moi, Je j'avais pense une qu'il y a question. Oui, Ah, pardon, vas-y. pardon. Non, je crois qu'il y a une question dans le chat encore je pense que c'est une question de savoir si est-ce que le cuisinier est du coup s'il est Il agent. est- ouais. Il est. Non, alors je disais tout à l'heure que dans notre équipe cuisine, on a 3 personnes. Le chef cuisinier fait partie du prestataire repas. Voilà, ok. Et là, on avait un commis qui était commune. Et là, justement, la nouveauté cette année, c'est qu'on embauche d'un point de vue communal le second pour avoir voilà, quelqu'un de plus compétent parce qu'on est de plus en plus exigeant. On a un chef qui répond, Mm. mais on a un chef qui commence à être un peu débordé et qui a vraiment besoin d'être secondé de manière qualitative. Ok, merci. Donc, Valérie, pour Jouk, c'est l'organisation que vous envisagez. Donc, ça peut Ouais, être intéressant c'est ça. de poursuivre les échanges après. Moi, j'avais une question. Constance, merci beaucoup pour la présentation déjà. Euh, Comment enfin, les objectifs initiaux avant de faire le diagnostic de on veut 25% de bio, comment est-ce que vous les avez fixés avec vos élus? Voilà. Comment vous Alors, avez ça défini? remonte, ça remonte à loin, j'avoue, mais c'était vraiment dans le cadre du DU et bon, dans le cadre du diagnostic, l'idée c'était, moi je suis arrivée dans une commune avec une équipe communale qui avait vraiment envie de se pencher sur la restauration collective, qui avait, certainement comme partout, mais qui entendait beaucoup parler des écoles, qui avait pas mal de retours sur l'offre de restauration collective, donc qui avait envie de mettre les choses à plat et en même temps donc d'aller vers une amélioration. Je, je, C'était vraiment des discussions tous ensemble entre les informations que petit à petit j'ai pu récupérer auprès du prestataire, les prises de conscience de l'équipe aussi. Par exemple, ça c'est quelque chose qui nous a tous à l'époque un peu choqués, mais les quelques factures que j'ai fini par avoir, on s'est rendu compte en cherchant, parce que les noms n'étaient pas clairs, les provenances non plus, que le poulet venait de Pologne, donc vraiment, ce n'était pas du tout ce que la commune souhaitait, alors qu'elle avait vraiment l'impression d'avoir un cahier des charges exigeant. Donc je ne me souviens plus exactement comment on a fixé les pourcentages, mais c'était vraiment ce travail terrain qui nous a permis, et les informations qu'on a eues dans le cadre du diagnostic qui nous ont permis de travailler à ces chiffres-là et ces objectifs-là. Ok, merci. Il y a le communautaire J'ai une Rasmus main qui lève la main. levée. Oui. Vous pouvez ouvrir le micro, ouais, super. Oui, bonjour. Voilà, donc moi, la question que je voulais vous poser, c'est vrai que chez nous, c'est problématique, c'est récupérer les restes alimentaires pour les animaux. Dans quel cadre, qu'est-ce que vous avez mis en place pour Alors, pouvoir le faire? alors déjà, ça a été un peu long parce que déjà, il a fallu trouver l'organisation
en cantine et au sein de l'école pour récupérer de manière facile, sans surcharge des équipes qu'on avait déjà surchargées en mettant un nouveau self, etc., etc. Et donc, du coup, en fait, les enfants, suite au pesée, suite au trait, on a une organisation de débarrassage qui fait que les enfants mettent dans des seaux par catégorie d'aliments. Donc, ça, déjà, c'était fait. Et puis, on avait eu des demandes sur les écoles de familles, en fait, qui ont des animaux domestiques. Hein, en fait, ce pas des animaux destinés à la consommation humaine, qui avaient déjà demandé si ils pouvaient récupérer des restes ou quoi. Donc, ça a été juste de contacter ces familles-là, et ce sont des familles qui ont des enfants à l'école. Donc, en fait, les seaux sont juste fermés et donnés au moment de la sortie de l'école aux familles. Et donc, ils reviennent le lendemain avec leurs seaux vides et propres, et on tourne comme ça, en fait. Alors, c'est vrai que nous, fut un temps, il y avait des agents qui récupéraient, mais je veux dire, on nous a toujours dit que c'était interdit, qu'on ne pouvait pas le faire. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez une convention, mais vous n'avez rien de formalisé, vraiment. On a signé une convention avec les parents. Enfin, je ne sais plus si c'était une convention ou bon, il y a eu quelque chose de signé. Maintenant, c'est sûr qu'on en avait parlé dans le cadre du réseau Régalim. On n'a pas le droit de donner certains restes alimentaires quand c'est animal, par exemple, la viande. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est trié dans les seaux. Voilà. Donc, nous, on avait trié aussi dans le cadre quand on avait fait des pesées. Aussi, mais bon, pour l'instant, pour les aliments. Oui, mais en fait, bien souvent, la loi n'autorise pas spécialement à le faire, mais après, c'est le bon sens aussi. Et il y a pas mal de communes qui le font malgré tout. Et si, effectivement, s'il n'y a pas trop de risques, mais voilà, c'est toujours la question de la responsabilité. Mais c'est un peu ça. De voir autant de nourriture jetée. C'est sûr, oui, tout à fait. Il y a la commune de Jouques qui demande si vous avez un composteur collectif à Saint-Vallier-de-Thiers. Alors, nous, on a 2 plateformes de compostage collectif pour les habitants et une qui est située au niveau de la cuisine centrale. Donc, la cuisine centrale peut mettre ses épluchures dedans. On n'a pas de composteur collectif au sein des écoles, mais par contre, oui, on est organisé comme ça depuis. Première plateforme de compostage, c'était en 2019, qui est Cœur Village. Et la deuxième, je crois de mémoire que c'était 2022 maximum, 21 peut-être. Merci. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose d'enchaîner avec donc le deuxième retour d'expérience, Jacqueline Téréné, du coup, de Miramas, qui va nous parler notamment de l'utilisation du label EcoCert dans le cahier des charges. Voilà. Je te laisse la main. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Jacqueline Téréné, je vais partager mon écran. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ok, je vais aller. Tac. Ok. Donc, Jacqueline Téréné, je travaille au sein de la ville de Miramas. Je m'occupe du service de restauration scolaire et je m'occupe aussi des projets d'alimentation durable sur la ville. Donc, ma présentation elle va plus se centrer sur le label EcoCert. Comment on a introduit des critères d'achat durable dans notre marché par le biais du label EcoCert. Donc, on va retrouver plein de points communs avec la présentation de Constance, mais cette fois par le biais d'EcoCert. Alors, la ville de Miramas, c'est une ville qui est dans les Bouches-du-Rhône, qui fait partie du PAT de la métropole. Et on a sur la ville 27 000 habitants. Donc, je vais passer assez rapidement sur cette slide. Le projet alimentaire sur Miramas est né il y a un certain nombre d'années et je voulais montrer par cette slide que c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis vraiment très longtemps puisqu'en 2016, on avait fait nos premières pesées et c'est en 2016 qu'on avait obtenu notre premier label EcoCert niveau 1. En 2018, on était passé au niveau 2 et voilà. Et donc, chaque année, on est labellisé EcoCert. Mais pour montrer que c'est vraiment quelque chose qui a été construit petit à petit sur la ville avec évidemment une volonté politique très forte d'introduire des critères de qualité dans nos marchés. Pour la ville de Miramas, et en l'occurrence pour la restauration scolaire, au niveau de la restauration scolaire, on a 17 sites de livraison en liaison froide.
15 restaurants scolaires, un centre aéré, une base de voile. On a un marché de fourniture de repas, donc les marchés nous sont livrés sur nos sites et présentés aux enfants par du personnel municipal. Et on a environ 1500 repas par jour qui sont distribués. 2 axes ont été vraiment identifiés pour travailler sur la santé de l'enfant par l'alimentation. Le premier axe qui est celui de la qualité de la prestation et le deuxième axe qui est celui de l'accueil de l'enfant et son environnement. Dès le début, nous avons choisi de travailler sur ces 2 axes en parallèle, donc ce que l'enfant a dans son assiette et l'environnement dans lequel il va prendre son repas. Qu'est-ce que le label EcoCert en cuisine? Alors attendez, excusez-moi. Tac, tac. Ah punaise. Ouais, j'ai mes slides qui sont complètement pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, au niveau de la qualité de la prestation, dans notre cahier des charges, on va retrouver des critères d'approvisionnement, de qualité de produit, de fréquence de présentation des plats, de préparation aussi, puisqu'on demande un maximum de faits maison. Au niveau du repas végétarien, on a 1 ou 2 repas végétariens par semaine et on a des repas de 4 ou 5 composantes. Et enfin, on a mis un critère d'accompagnement pour la labellisation EcoCert en cuisine avec un objectif de résultat de carottes. Juste un point de vigilance, et Mathieu l'a évoqué, plus le cahier des charges est exigeant, plus le tarif va être élevé et moins il va pouvoir y avoir de candidats potentiels pour répondre. Donc, c'est important aussi de connaître l'offre locale pour ne pas avoir un marché avec une seule réponse au final. Alors là, excusez-moi, je vais essayer de retrouver mes slides dans le bon sens. Donc, le label EcoCert en cuisine. Qu'est-ce que le label EcoCert en cuisine? C'est un label, donc nous sommes au niveau 2 du label EcoCert. C'est un label qui va aborder le bio et le pourcentage de bio dans les menus, qui va aborder aussi la question du local, au moins 8 composantes bio et locales par mois. Je reviendrai sur la définition du local. Des critères également de produits bruts, hein, donc des préparations peu transformées. Et un critère également durable avec une gestion écologique de la cuisine centrale et une gestion écologique aussi des sites de livraison. Alors, comment on a pu intégrer ce label EcoCert dans notre marché? Donc déjà dans le CCTP, on l'a indiqué et on a ajouté à notre marché le référentiel EcoCert comme pièce contractuelle du marché. On en a aussi fait référence dans le CCAP et l'acte d'engagement en spécifiant que le label EcoCert fait vraiment partie intégrante du marché de fourniture du repas. Alors, au niveau de l'analyse du marché, je voulais juste insister sur un point. Au niveau de la pondération, on est à 70% en valeur technique et en 30% de prix. Ça, c'était vraiment pour bien prendre en considération que la valeur technique était vraiment la valeur qui était prédominante dans l'analyse de notre marché. On avait également intégré dans le marché une visite du site de production comme sous-critère. Effectivement, si on demande à ce qu'il y ait un maximum de faits maison, à ce qu'on ait un maximum de produits élaborés en cuisine, il faut que la cuisine soit équipée. Il faut qu'à minima, elle ait une légumerie, il faut qu'elle ait un atelier de pâtisserie. Et donc là, nous allions vérifier sur place si effectivement la cuisine pouvait, selon nous, répondre à nos exigences. Au niveau du sous-critère politique d'achat EcoCert, donc nous avions ce critère EcoCert et pour ne pas exclure des cuisines centrales qui n'étaient pas encore labellisées, nous avons laissé la possibilité aux candidats de répondre et de nous dire le délai pour pouvoir labelliser sa cuisine centrale.
Comme ça ne nous fermait pas des portes. Si une société était partante pour travailler avec nous, elle devait indiquer sur son marché combien de temps il lui fallait pour être labellisée EcoCert. Alors, ça c'est bon. Au niveau de l'audit de la cuisine centrale, donc pour rappel, le label EcoCert va venir auditer aussi bien la cuisine centrale qui fait la production des repas que les cuisines satellites qui vont servir les repas aux enfants. Donc là, je vais me concentrer sur l'audit de la cuisine centrale. Comment ça se passe? Un auditeur arrive et va vraiment vérifier sur la cuisine centrale que tous les critères soient respectés, notamment le critère du recours aux produits biologiques, et pas simplement sur certains produits, mais vraiment sur une gamme très complète de produits, et ce critère aussi de local et équitable. Pour le référentiel EcoCert, la définition du local, c'est notre région, donc la région PACA et les départements limitrophes. Hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de définition officielle du local, mais l'intérêt, c'est d'avoir au moins la définition du référentiel EcoCert et de pouvoir travailler là-dessus. Et 2 ingrédients bio et commerce équitable. Donc, ce qui va demander à l'auditeur de venir vérifier toutes les preuves d'achat, toutes les traçabilités, toutes les attestations des fournisseurs, et ça va demander aussi à la cuisine centrale de revoir toute cette politique d'achat et de revoir si elle possède bien toutes ces attestations-là. Et également de faire du sourçage de producteurs. Alors, un deuxième aussi critère qui est présent dans le label EcoCert, c'est la qualité de la nutrition. Donc, on va venir vérifier aussi la présence d'additifs et de certains additifs dans les matières premières. Donc, ce qui va demander aussi une vérification des fiches techniques de la cuisine centrale. Entre parenthèses, plus le référentiel de produits de la cuisine centrale est important, plus ce travail-là est laborieux. Donc, on nous demande aussi un plan pluriannuel de diversification des protéines, une présence de légumes secs, une qualité au niveau des œufs, une question de saisonnalité pour les fruits et légumes, validation des menus par un diététicien nutritionniste et effectivement cette question également de produits bruts ou transformés. Donc, ce qui va demander également pour le prestataire de revoir ses recettes. Un exemple, un gratin de brocoli, s'il est fait avec une béchamel à froid, ça ne va pas être considéré comme un produit brut, ça va être considéré comme un produit transformé. Un fromage aromatisé est considéré comme un produit transformé. Donc, on voit là qu'on arrive très vite à un certain pourcentage de produits transformés. Et donc, pour équilibrer, il faut vraiment aussi que la cuisine soit équipée pour pouvoir vraiment cuisiner. Donc, ce qui est d'ailleurs mieux. Il y a aussi des recommandations qui sont celles de privilégier les céréales semi-complètes bio et de l'utilisation aussi de farines plus complètes. Et on voit là, finalement, qu'il y a une approche assez globale. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux produits, à la matière première, mais on va s'intéresser également à la façon dont ce produit est cuisiné et comment il va être comment il va être transformé pour le menu final qui sera présenté aux enfants. Alors, au niveau du suivi de la prestation, parce qu'effectivement, comme le disait Mathieu, si on veut suivre une prestation, il faut avoir du personnel et de la ressource pour pouvoir le faire. Donc, nous avons un suivi sur site, c'est-à-dire que les personnes de la direction restauration et périscolaire vont manger sur site tous les jours. Donc, on va prendre le repas avec les enfants et donc on a une première approche pour voir un petit peu ce que ça donne dans l'assiette. On a des évaluations de repas qui sont faits, des pesées de biodéchets également, qui nous permettent aussi d'avoir un indicateur de biodéchets et aussi un indicateur de gaspillage. On a un suivi administratif également, avec un contrôle des menus et une validation. On demande un état mensuel des achats. Donc, on demande à nos prestataires de nous établir chaque mois
un état qui reflète le pourcentage de produits conventionnels utilisés, de produits bio, de produits sous SIQO. Et bien entendu, on a un état annuel des achats pour pouvoir faire la télédéclaration sur ma cantine. Et il y a un troisième point que je voulais aussi aborder, c'est que je pense qu'il est important aussi que le service qui est en charge du contrôle de la prestation soit au courant, s'informe sur tout ce qui est bien sûr réglementation, recommandations nutritionnelles, mais également sur l'offre locale. Un exemple, récemment, j'ai assisté à un atelier du PAT sur des producteurs locaux et je me suis aperçue qu'il y avait une nouvelle gamme de produits, notamment des pois chiches préparés par Manger Bio en Provence. Tout de suite après cette présentation, j'ai appelé mon prestataire en disant voilà, il y a un nouveau produit qui est sur le marché, j'aimerais bien que vous vous renseigniez. En plus, ce sont des légumineuses, donc un sujet qui nous intéresse. Mais si on peut avoir des légumineuses locales, ce serait le top. Donc voilà, donc avoir une connaissance aussi de l'offre pour pouvoir vraiment aussi faire des suggestions aux prestataires et d'établir effectivement un partenariat. Alors, au niveau du label EcoCert, au-delà de la valorisation de ce qui est fait, de question de transversalité, de cohérence aussi au niveau des projets sur la ville, formation, sensibilisation, anticipation, ça nous permet aussi d'avoir une garantie et un contrôle de notre prestataire. Voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça nous permet d'avoir vraiment un auditeur qui vient et qui prend le temps de tout éplucher pour nous assurer aussi, nous, collectivité, que notre marché est bien respecté par notre prestataire. Et ça, c'est vraiment un atout qui est très intéressant. Ça permet aussi d'avoir une garantie pour le convive. Donc, voilà, elles ne sont pas dans l'ordre. Une dernière chose, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai parlé de deux axes. Premier axe qu'on mettait dans l'assiette et deuxième axe, l'accueil de l'enfant. Nous travaillons sur la sensibilisation de l'enfant par rapport à ce qu'il mange pendant la pause méridienne. Donc, les animateurs vont aborder les questions de saisonnalité. Il y a des jardins dans les écoles. Ils vont aborder aussi les questions d'environnement dans lequel l'enfant mange, des règles de vie, de la gestion du bruit, de la décoration, appropriation des locaux, tri des déchets. On fait passer beaucoup de messages par le biais des animateurs sur le gaspillage alimentaire et l'intérêt de trier ces déchets, puisque nos déchets, nos biodéchets sont valorisés juste à côté de Miramas, sur une petite plateforme de compostage et le compost qui en est produit sert à l'agricultrice qui est juste à côté et qui fait des produits bio. Ce qui a été intéressant aussi de mettre en place sur la ville par rapport à l'accompagnement de l'enfant, c'est un coordinateur de la pause méridienne sur chaque site. Donc, on a un animateur spécifique pause méridienne qui reste pendant la pause méridienne, qui prend son repas avec les agents de restauration, ce qui permet d'avoir un temps informel de discussion et d'échange sur ce qui va se passer après, et donc qui reste là pour établir des rituels comme la lecture du menu, parler des ingrédients du menu, d'où ça vient, etc. Et enfin, une dernière chose, c'est que l'an dernier, en 2024, nous avions mis en place une charte pause méridienne pour vraiment venir formaliser tout ce qui est fait et vraiment donner un cadre de référence à nos agents. Quel est le rôle de l'animateur? Quel est le rôle de la référente restauration? Quel est le rôle de la TSEM qui prend son repas? Comment se déroule ce temps de la pause méridienne? Quelles sont les jonctions? Quels sont qu'est-ce qu'on veut développer au niveau pédagogique pendant ce temps? Et donc, ça nous a permis de faire ça avec les agents. Donc, ça leur a permis aussi d'avoir un temps d'échange entre eux. Et on l'a formalisé par une charte pause méridienne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui. Est-ce que j'ai tenu les délais?
Oui, largement. Merci beaucoup. Il y avait une première question de Merci. Valérie Torcol. Merci beaucoup pour la présentation. C'est si vous avez déjà fait un questionnaire de satisfaction des convives. Alors, Si on en c'est une fait un tous les pratique. jours. Oui, on fait un questionnaire tous les jours. Donc, tous les jours, on évalue le repas. C'est fait de deux manières. Soit c'est l'agent de restauration qui le remplit elle-même, soit c'est l'animateur qui va poser la question à l'enfant. Donc, ça dépend en fait de la configuration, hein. Si on a des petits effectifs, on peut le faire plus facilement. Et donc, il va interroger l'enfant, lui demandant est-ce que tu as mis l'entrée, est-ce que tu as mis le plat, etc. La difficulté, par contre, c'est après l'exploitation de ces questionnaires, hein. Et là, ça demande du temps aussi. Donc, quand j'ai des stagiaires de seconde, je peux leur faire des tableaux. Mais effectivement, on met en place des évaluations, mais après, ça peut prendre aussi beaucoup de temps dans l'exploitation de ces évaluations. Ok, merci. Moi, j'ai une question du coup pour reprendre sur le cahier des charges. Donc, tu as expliqué que vous aviez intégré donc les critères de labellisation EcoCert dans le marché en tant que pièce contractuelle, ce qui veut dire qu'au final, indirectement, il y a un peu des critères de localisme Tout à fait, dans le marché. tout à fait. Et donc, en fait, indirectement, ça peut être fait comme ça. Tout à fait. Enfin, en tout cas, nous, on le fait comme ça depuis 2015. Quand on Ok, l'avait mis en place, donc sur le premier marché de 2016, on s'était interrogé avec ma collègue de la commande publique pour savoir si d'autres labels présentaient le même intérêt en France. On n'en a pas trouvé. Donc, ça nous a permis de travailler sur ce label-là et de le mettre. Après, c'est vrai que ça fait depuis 2016 qu'on le fait et on n'a pas eu à ce jour de problème à ce niveau-là. Mais effectivement, ça nous permet aussi d'intégrer des critères de localisme enfin, ou en tout cas de local, voilà, dans, dans le marché. et il est de combien d'années le marché? On l'a fait pour 1 an et renouvelable 3 fois. Et j'en reviens à ce que disait Mathieu. Effectivement, il faut donner de la visibilité aussi aux prestataires. Il faut savoir que pour notre prestataire, ça a demandé beaucoup d'investissement. Ils ont embauché une diététicienne pour suivre le label EcoCert. Ils se sont dotés de Steam. Ils ont revu aussi leur production parce que ça leur demandait aussi de travailler beaucoup plus en cuisine. Et cet investissement-là, effectivement, il faut qu'ils le voient aussi à plus long terme pour pouvoir y répondre un peu plus sereinement. Lors du premier marché, je reprends un peu les mêmes questions qu'on avait demandé à Constance. Vous aviez eu combien de réponses? Le tout premier marché, il était de 2015. Je me souviens pas. Voilà. Ok. Je peux te dire pour le dernier marché. Le dernier, ouais. Marché, on a eu 3 réponses. 3 réponses, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les félicitations, merci beaucoup pour ce retour d'expérience d'une commune effectivement avec une taille importante, nombre de repas important et beaucoup de satellites en plus. Alors, juste une chose aussi, donc le label EcoCert, c'est un outil, il y en a d'autres. Mais après, même si une ville ne veut pas s'engager dans ce label, qui demande aussi un temps de travail, ça demande aussi beaucoup de temps, hein, en interne dans une collectivité, mais on peut toujours s'inspirer des critères du référentiel et de se dire, bon, finalement, moi, par rapport à ce critère, où j'en suis, par rapport à cet autre critère, où j'en suis. Et je trouve que c'est un fil conducteur qui est vraiment pas mal fait. Voilà. Donc sans aller jusqu'à se faire labelliser si on ne se sent pas prêt, on peut toujours aller consulter ce référentiel qui, à mon sens, aborde les choses de façon plus globale. Oui, c'est une trame intéressante. Et on le mettra dans les points du cahier des charges, Ouais. on le mettra dans le compte rendu. Ça peut être effectivement, qu'on se labellise ou pas, un bon Oui. suivi. Parce que ça a un coût aussi de se faire labelliser. Oui. Parce qu'on fait venir un organisme indépendant, mais voilà. Merci Jacqueline. Compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent partager peut-être un retour d'expérience sur leur commune ou de choses qu'ils auraient pu mettre en place?
Si ce n'est pas le cas, il y a aussi encore plus, une commune aussi assez importante, c'est la commune de La Ciotat qui a récemment changé de délégataire et qui a beaucoup mis l'accent sur la sensibilisation des convives. Et donc, il a demandé aux prestataires d'organiser des interventions sur le temps périscolaire autour de l'agriculture et de l'alimentation locale en rajoutant dans l'analyse de l'offre, si c'était des acteurs locaux, c'était mieux. Donc, ils ont fait intervenir des associations du territoire pour faire des interventions. Ils l'ont pas écrit comme ça, mais voilà, en lien avec vraiment ce qui pousse ici, etc. Il y a une question sur le coût de la labellisation EcoCert. Oui, parce que ça dépend de la taille de la commune, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Comme je vous ai dit, on a à peu près 17 satellites et donc l'audit se fait sur 30% des satellites, ça fait à peu près 6 satellites. Donc pour nous, ça nous coûte 1 500 € à peu près, même pas, je crois 1 300 € par an, ce qui n'est pas énorme pour moi en fait, parce que si on avait pris un prestataire extérieur pour vérifier notre marché, je pense que ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Après, il y a aussi une part sur la cuisine centrale. Et donc là, j'ai pas trop les chiffres parce que notre prestataire, pour lequel c'était sa première labellisation, a un peu mis tous les avantages de son côté en prenant un pré-audit, un audit, etc. Mais je pense que ça doit être de l'ordre de, je sais pas, peut-être 3 000 € pour une cuisine centrale, mais j'ai pas le chiffre exact. En tout cas, pour nous, je crois que c'était dans les 1 300 € à peu près. Je pourrais vous donner le chiffre exact, mais à peu près, ça donne un ordre de grandeur. Je t'en prie, Sandra. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sans compte, Oui, juste, c'est aussi une vitrine pour la collectivité. Ça permet de dire aux concitoyens, on vous dit que l'on vous met 40% de bio, mais on se fait auditer et c'est un audit extérieur qui nous donne cette donnée-là. Donc aussi, c'est une vitrine. Pour une équipe municipale, c'est aussi intéressant de cette labellisation-là. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Un grand merci aux intervenants, notamment au retour d'expérience. Donc, j'ai encore deux petits trucs à vous montrer. Pour vous redire à nouveau, pour les communes qui sont présentes aujourd'hui, n'hésitez pas à faire appel à l'appel à projet, donc nos cantines durables, pour bénéficier d'un accompagnement sur tout ce dont on vient parler aujourd'hui. Comme on disait, c'est notamment Mathieu qui fait partie des bureaux d'études qui ont été sélectionnés pour vous accompagner, notamment pour de la rédaction de nouveaux marchés. Pour les prochaines rendez-vous du réseau, très rapidement, il y a un webinaire sur nutrition santé, sur les champs d'action pour la nutrition des 0-6 ans, avec une présentation de l'association Obed PACA. Donc, il y a une association qui travaille avec les collectivités territoriales sur la mise en place de programmes d'action pour notamment lutter contre l'obésité infantile. Ensuite, en mars et en mai, on a des journées formation cuisine. Donc, il y en a une en mars à Molégès, toujours sur formation, notamment pour les agents des cuisines, mais pas que, puisque Jacqueline a participé à la dernière formation, d'ailleurs, qui était à Saint-Chamas. Donc, cuisine sur la diète méditerranéenne et aussi, surtout, sur le travail autour des options végétariennes pour donner de nouvelles idées aux cuisiniers. À Martigues, on a une formation cuisine en conditions réelles. Donc là, c'est plutôt pour des apprenants qui ont déjà participé à une première formation, puisqu'on va faire des propositions végétariennes notamment et avec des légumineuses en conditions réelles, donc production de 800 repas. Voilà. Et ensuite, on doit caler à nouveau 2 ateliers, donc entre maintenant et la fin de l'année scolaire. Un atelier autour des menus, comment améliorer la présentation des menus, et autour de la communication. Donc pour ça, à ce titre, c'était très intéressant ce que disait la commune de Miramas,
comment présenter le menu aux convives, mais aussi aux parents. Donc ça, on vous tiendra informé bientôt du lieu et de la date. Et on travaille sur un atelier plutôt à destination des diététiciens, diététiciennes, mais sur comment intégrer les questions de durabilité, donc produits locaux ou de saison, dans les préconisations voilà, des diététiciens, diététiciennes. Et ça, voilà, je travaille dessus sur voir le lieu et la date, on vous maintiendra informé. Donc ça, c'est pour les prochains rendez-vous. Et puis voilà, on vous enverra le récapitulatif avec les présentations de la présentation d'aujourd'hui. La semaine prochaine ou en cette semaine-là. Et puis, n'hésitez pas à envoyer aussi le lien de l'enregistrement qu'on va mettre sur YouTube pour des collègues à vous qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui. Voilà, on finit un peu en avance, c'est parfait. Un grand merci encore aux 3 intervenants. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir à tout le monde. Au revoir.